Voilà plusieurs décennies, une métamorphose énigmatique a brutalement frappé la planète. Des spectres maléfiques ont surgi aux quatre coins du monde, jetant la société dans la confusion et marquant l'avènement de l'époque mythologique. Au cours de ce nouvel âge, la population pouvait éveiller des classes singulières, acquérir de puissantes aptitudes, monter en grade et renforcer continuellement leur puissance. Les êtres éveillés sont devenus les protecteurs de première ligne de la race humaine, luttant contre des esprits malveillants et des créatures effrayantes à travers Blue Star. Au prix d'affrontements sans fin et de lourds sacrifices, ils sont parvenus à fonder des zones sécurisées où l'humanité a pu maintenir sa survie. C'était une certitude absolue, l'ère mythique appartenait aux possédants de classes éveillées, installés au centre de la scène mondiale, ils forgeaient le destin collectif grâce à leur force brute et leur volonté. L'action se transporte ensuite au lycée Échigne, au sein de la Fédération de Longsha, au moment où un haut-parleur annonce l'ouverture de la cérémonie d'éveil. Les élèves se sont attroupés autour d'un cercle magique aux dorures éclatantes, renfermant un hôtel en son milieu. L'instructeur d'entraînement Liu, un homme trapu à la barbe fournie, leur a expliqué que cet instant scellerait leur destinée, formulant le vœu que chaque participant débloque la classe qu'il convoitait. Parmi les lycéens figurait Fanzhou, réincarné des années auparavant, il percevait cet événement comme la journée d'éveil tant espérée. Liu a prononcé son nom, tandis que la foule des étudiants s'écartait, Fanzhou a pénétré au cœur du cercle magique. Pendant qu'il progressait, quelques jeunes filles se sont mises à spéculer sur la profession qu'il allait obtenir, une spectatrice a suggéré qu'il ferait un bon prêtre au vu de son allure, tandis qu'une autre a approuvé, ajoutant qu'il serait dommage qu'un garçon aussi séduisant hérite d'une autre classe. Cette opinion n'était pas partagée par tous, un adolescent blond observait Fanzhou avec une jalousie flagrante, soutenant que le physique importe peu puisque la valeur d'un éveillé repose sur la puissance de sa classe. Un camarade portant des lunettes noires à ses côtés s'est empressé d'approuver, en arrière-plan, une élève a pris le parti de Fanzhou, faisant remarquer que les autres jalousaient simplement son charme. En retrait, Liu parcourait sa fiche, notant que Fanzhou était un orphelin de héros morts au combat, doté de compétences académiques et physiques remarquables. Fanzhou s'est avancé vers l'autel et a posé son doigt sur le motif magique luminescent. Les symboles runiques se sont illuminés et une décharge d'énergie l'a traversé. Une colossale colonne de lumière dorée a jailli vers le ciel, faisant vibrer la cour de récréation et contraignant les spectateurs à se protéger les yeux. La foule était stupéfaite par une telle puissance, se demandant quelle classe allait se révéler. Aussitôt, des flamèches d'un vert sombre tirant sur le noir ont transpercé la clarté dorée, alors qu'une énergie ténébreuse s'enroulait autour de Fanzhou, formant une forme géante en croix au-dessus de l'établissement. Liu le contemplait avec sidération, réalisant qu'il s'agissait d'un phénomène cosmique majeur, stupéfait de savoir quelle classe pouvait déclencher une telle manifestation. Au milieu d'une brume spectrale, un régiment de morts-vivants a fait son apparition. Des cavaliers squelettiques, des ghouls, des monstres cornus et des seigneurs d'outre-tombe majeurs tels qu'un roi des ossements, un sorcier au visage macabre et un chaman cornu, au centre de tout cela, Fanzhou demeurait impassible. Et a fait apparaître une interface système dorée, celle-ci a validé son éveil officiel, nécromancien. Alors qu'il murmurait cette appellation, une entité d'ombre monumentale s'est dressée derrière lui avant de se fondre dans sa propre ombre. Les autres élèves se sont instantanément mis à rire. Se moquant du fait qu'il ait débloqué un nécromancien, affirmant que ses invocations ressembleraient à un défilé de déguisements bas de gamme et de figurants sans valeur. Se moquant de Fanzhou, il disait que son statut et son avenir n'auraient aucune valeur ni prestige désormais. Que cherchent à accomplir les fonctions de l'interface active actuellement? Concernant ceux qui font tant de bruit en ce moment. Le système lui a expliqué qu'il l'avait connecté au domaine des morts vivants, créant un double spectral capable d'explorer, de dévorer d'autres entités macabres, de gagner des niveaux et d'être matérialisé dans le monde réel lors des situations critiques. Fanzhou a observé la flamme vert sombre nichée dans sa paume, réalisant que cette interface était parfaitement adaptée à sa nouvelle classe. Il a activé le menu et sa perception visuelle s'est instantanément déportée vers le royaume des morts. Là-bas, un impressionnant guerrier squelette vêtu d'une armure sombre se dressait au milieu d'une terre dévastée. Fanzhou a compris qu'il s'agissait de son avatar, apprenant qu'il pouvait en prendre le contrôle direct, accumuler de l'expérience et invoquer dans la réalité les créatures vaincues. Les os s'entassaient sur un monceau de monstres vaincus, sous le reflet d'une lune écarlate, saisissant tout le potentiel de l'interface. Fanzhou s'est dit qu'avec suffisamment de victimes, il mettrait sur pied une légion macabre inépuisable. Il a affirmé que l'intégralité du territoire des morts-vivants deviendrait son champ de chasse personnel. Fanzhou a choisi de repousser la découverte du domaine spectral à plus tard pour se recentrer sur la cérémonie en cours. Il a ordonné au système de matérialiser son avatar dans le monde réel. La plateforme a immédiatement exécuté l'ordre, faisant apparaître sous ses pieds un cercle magique vert arborant un motif d'œil. Des chaînes spectrales et des symboles lumineux se sont élevés alors qu'une colonne de feu vert surgissait, matérialisant pas à pas son double squelettique en armure,
enveloppé d'un manteau sombre. Fanzou a constaté que son avatar pouvait être intégralement projeté dans la réalité, constituant pour l'heure son invocation la plus puissante. Sur l'estrade, le professeur lui a appelé le candidat suivant, à savoir Xiao Shin, tout en jetant un bref coup d'œil à Fanzou et à son squelette. Il déplorait qu'un élève aussi doué ait hérité de la classe de nécromancien. Malgré la situation, quelques camarades filles se sont rapprochés de Fanzou pour le réconforter, lui disant de ne pas se décourager car même en tant que nécromancien, il pouvait accomplir de grandes choses. Elles ont également vanté l'aspect impressionnant du squelette invoqué. Dans le même temps, le lycéen aux cheveux blonds s'est agacé, refusant de supporter l'attrait exercé par Fanzou, et s'est persuadé qu'une simple invocation ne surpasserait jamais sa propre classe d'assassin. Il a résolu de le neutraliser, estimant qu'un nécromancien débutant ne pouvait générer qu'un nombre très restreint d'unités. Il a furtivement déclenché une capacité d'arme dissimulée, armant un projectile silencieux. Et a décoché un tir fulgurant en direction du crâne du squelette. Au tout dernier moment, le squelette s'est volatilisé dans une rafale de vent, faisant totalement échouer l'embuscade. Avant même que l'agresseur n'ait le temps de réagir, la créature est réapparue dans son dos. Elle lui a asséné un coup violent, le projetant violemment au sol et le rendant inconscient. Fanzou s'est alors avancé avec une parfaite maîtrise de soi. Observant la scène, les élèves chuchotaient sur la défaite éclair de l'agresseur arrogant, s'étonnant de la supériorité écrasante affichée par Fanzou. Certains remarquaient l'attitude incroyablement calme et glaciale de Fanzou face à la provocation. Les spectateurs comprenaient que Fanzou n'était pas du genre à se laisser marcher sur les pieds ou à perdre son sang-froid. L'énergie déployée laissait présager un pouvoir bien plus vaste que prévu. Concernant les capacités de Fanzou, l'impact avait été net et sans bavure. Il affichait une assurance totale. L'enseignant lui est rapidement intervenu pour s'informer de la situation. Une lycéenne lui a expliqué que l'Urangia avait tenté une attaque traître avant d'être balayé instantanément, tandis qu'une autre précisait qu'il avait été mis hors d'état de nuire en un seul impact. La foule a exprimé sa stupeur, soulignant que les nécromanciens étaient censés être fragiles, alors que Fanzou avait totalement écrasé son opposant. L'Urangia a été relevé par d'autres camarades, mais il gardait les yeux rivés sur Fanzou, jurant intérieurement de prendre sa revanche. Aspirant à la tranquillité, Fanzou s'est retiré dans un espace isolé derrière l'établissement, escorté par son squelette en faction. Il a relancé l'interface utilisateur du système, qui l'a invité à débuter l'exploration du monde des morts. Fanzou a évalué le rapport bénéfice-risque, concluant que s'aventurer dans le territoire spectral était indispensable à sa progression et lui permettrait d'absorber d'autres entités pour gagner en puissance, en dépit du danger. Il a validé la commande d'activation. Une aura ténébreuse l'a enveloppé et sa conscience s'est éteinte. Il est revenu à lui au cœur du domaine macabre, éclairé par une lune sanglante sur une plaine constituée d'ossements, de roches volcaniques et d'arbres calcinés. L'atmosphère était désolée et glaciale, propre à cet univers d'outre-tombe. Du point de vue de Fanzou, sa puissance résidait dans sa sérénité et dans la capacité de ses armées à refléter sa force grandissante au sein des ténèbres. Mais ceux qui affrontaient cette réalité ne pouvaient pas se permettre le moindre relâchement. Pour aller au-delà de ses limites actuelles, il devait assumer les risques et guider son incarnation au cœur de ce territoire hostile. Soudainement, un loup spectral s'est jeté sur lui, refermant ses gueules massives, pris au dépourvu, l'avatar squelettique est parvenu de justesse à faire un bond en arrière tandis que ses griffes d'os raletaient le sol rocheux. Retrouvant son équilibre, il a compris que le royaume d'outre-tombe était tout aussi impitoyable qu'il l'avait anticipé, alors qu'il tentait de se replacer, un craquement sec a résonné dans le ravin. En baissant les yeux, il s'est rendu compte que son pied s'était coincé dans la cage thoracique d'une vieille dépouille enfouie. Avant qu'il n'ait pu se dégager, la bête féroce a bondi une nouvelle fois vers lui, ses deux têtes grondant d'agressivité. Maniant son corps d'os avec difficulté au milieu des rochers et du terrain escarpé, il devait réagir vite pour éviter le pire. La survie dans cet endroit exigeait une attention de chaque instant. Peu importe les railleries subies plus tôt, seule la force réelle comptait désormais. Tout dépendait de ses choix et de son exécution. Le loup monstrueux poursuivait sa traque sans relâche, le double squelettique sautait et esquivait à travers le paysage volcanique escarpé, évitant de justesse chaque coup de croc, tout en peinant à apprivoiser cette enveloppe osseuse. Il a reconnu que piloter cet avatar s'avérait plus complexe que prévu, continuer à fuir de la sorte était impossible. Balayant le ravin des yeux, ses orbes bleues étincelantes se sont arrêtés sur un volumineux tas d'ossements abandonnés au pied d'une paroi rocheuse. À cet instant précis, le loup à deux têtes a sauté dans sa direction sous la lune rouge de sang, refusant de reculer, l'avatar est resté ferme et a déclenché l'armement squelettique. Une lueur sombre et bleutée a jailli autour de sa main, en réaction, des dizaines d'os se sont soulevés du monticule voisin pour flotter dans les airs, s'assemblant à toute vitesse pour façonner une immense fosse osseuse au bord dentelé. Muni de cette nouvelle arme fraîchement forgée,
le guerrier squelette l'a balayé avec une puissance dévastatrice, le tranchant acéré a fendu l'air. Et a transpercé le loup monstrueux de part en part au niveau du thorax, la créature a poussé un hurlement de souffrance tandis que la faux brisait ses côtes pour s'enfoncer profondément. Cependant, l'une des têtes de la bête a brusquement mordu sur le côté, avant que le squelette ne puisse se dégager, elle a refermé sa mâchoire puissante sur son bras gauche, broyant l'os avec une force colossale. Dans le monde réel, Fanzou a immédiatement ressenti une vive onde de douleur, toujours debout dans la cour isolée. Pendant que son clone luttait contre la morsure dans le domaine spectral, il s'est rendu compte que les dégâts subis là-bas se répercutaient physiquement dans la réalité. En subissant cette douleur fantôme, il a compris que ce système comportait des dangers bien plus élevés que prévu. Loin de céder à la panique, sa résolution s'est renforcée, puisque la bête qu'il attaquait appartenait déjà au monde des morts, il a tout fait pour retourner la situation en sa faveur. Déployant toute sa puissance, l'avatar squelettique a empoigné l'une des têtes du loup par le cou avec sa main libre, d'un coup sec et violent, il a totalement arraché la tête du buste. Brandissant le trophée sanglant, il a ordonné aux forces de la mort de se plier à sa volonté, dans un mouvement fluide, l'arme d'os de Fanzou s'est métamorphosée en un long fouet articulé fait de vertèbres. Il l'a fait tournoyer en arc fulgurant, déclenchant une vaste attaque circulaire qui a tranché net le loup qui se ruait sur lui. L'arme a traversé leur chair d'os, effondrant toute la meute et mettant un terme définitif au combat. Le silence est revenu sur le champ de bataille, ne laissant que les restes immobiles des loups spectraux jonchant le sol aride, le double squelettique a rengainé son arme. Remarquant que la compétence d'armement squelettique se montrait encore plus redoutable que prévu, exactement comme l'indiquait la description de l'interface. En observant la dépouille du chef de meute, il a décelé une lueur bleue vacillante qui s'en élevait. Intrigué, il a fixé son attention sur elle, soudain, une sensation d'imminente faim viscérale l'a submergé, l'obligeant à se comprimer le torse machinalement, ce besoin devenait de plus en plus pressant, envahissant son esprit. Pendant que le système affichait des incitations instinctives le poussant à l'absorber, sans opposer de résistance, le squelette s'est avancé et a capturé la flamèche bleue. Il l'a portée à lui et a assimilé ce feu d'âme d'un seul geste. Une alerte de l'interface s'est immédiatement affichée, confirmant l'augmentation d'une statistique. Sa force physique est passée à 1, tandis que ses autres caractéristiques demeuraient inchangées. Prenant note de ce changement, il a compris que ce gain était directement lié à l'armement d'os et à l'assimilation d'énergie spectrale. Une nouvelle fenêtre s'est ouverte, fixant sa réserve de puissance spirituelle à 0,1. Il s'est interrogé sur l'utilité exacte de cette énergie d'âme. L'écran s'est développé, expliquant que la puissance spirituelle était le produit de la conversion de l'énergie des âmes et pouvait servir à synthétiser des aptitudes, accroître le potentiel ou améliorer le matériel. Grâce à ces détails, Fanzou a clairement perçu la ligne de conduite à adopter. Il envisageait la boucle d'exploration, d'absorption et d'évolution comme la méthode ultime pour accumuler de la puissance. Sachant que la conscience de son avatar restait liée à la sienne, il s'est rendu compte qu'une traque ininterrompue lui offrirait une progression illimitée. Il a ensuite contemplé l'immense canyon où une multitude de guerriers squelettes déambulaient sans but dans la poussière, l'étendue du terrain traduisait le potentiel exceptionnel des lieux. Néanmoins, ses réflexions ont été interrompues par le bruit très léger d'un pas au loin. L'avatar d'os s'est retourné brusquement vers l'origine du bruit, fixant une forme sombre et solitaire qui s'avançait doucement depuis la pénombre. Dans les gorges sombres du royaume macabre, un squelette vagabond privé de raison et armé de 2 dagues rouillées s'est dirigé à pas lents vers l'avatar de Fanzou. Un écran vert du système a aussitôt analysé la cible, la désignant comme de la simple chair à canon invoquée par des nécromanciens, une entité de rang apprenti au corps très fragile et dépourvu d'intelligence, précisant que sa faiblesse résidait dans l'élément du feu. Identifiant la cible, le double squelettique a levé le bras et enclenché l'armement osseux, l'énergie sombre s'est concentrée à partir du tas d'os voisin pour modeler une colossale lance d'os aux arêtes acérées dans sa main, le système a confirmé la confection réussie de la lance. Muni de cette nouvelle arme, l'avatar a foncé à toute vitesse et a enfoncé la pointe au travers du buste de l'ennemi, l'impact a pulvérisé sa cage thoracique, libérant une étincelle de feu bleu, le système a comptabilisé un gain d'agilité et de puissance d'âme. Sans ralentir, le clone a fait pivoter sa lance pour réduire en poussière un second squelette errant, ce qui a déclenché une nouvelle hausse de sa constitution et de sa puissance d'âme, il poursuivait l'absorption des flammes spectrales au fil du combat. Et la montée en puissance devenait nettement visible. Après avoir éliminé ses adversaires, il a consulté son bilan d'attributs, observant des augmentations nettes dans toutes ses caractéristiques ainsi qu'une importante réserve d'énergie spectrale accumulée. Malgré ses progrès, il estimait que ce n'était pas suffisant et a décidé de viser encore plus haut. La scène est repassée au lycée Eshim sous un soleil éclatant. Fanzou se trouvait toujours dans la cour isolée lorsqu'une voix familière l'a tiré de ses pensées, la jeune Xiao Chan se tenait près de lui et cherchait à capter son attention. En retrouvant ses esprits,
il a été étonné de la voir là et lui a demandé ce qui l'amenait. Elle a immédiatement repéré une marque sur son bras gauche et s'en est inquiétée à haute voix. Fanzhou a compris que cette lésion correspondait exactement à la morsure subie par son clone dans le monde macabre. Interprétant mal la situation, Xiao Xuan a imaginé qu'il s'était blessé tout seul en raison de sa déception face à sa classe, le réprimandant pour cela. Fanzhou a réalisé qu'il faisait l'objet d'un quiproquo et s'est dit qu'il lui faudrait trouver un endroit bien plus discret pour mener ses prochaines incursions dans le royaume des morts. Il lui a répondu qu'il ne s'agissait que d'une légère égratignure. Xiao Chan demeurait sceptique. Mais la sonnerie de l'établissement l'a coupé dans sa démarche, annonçant la session de méditation. Elle lui a proposé de retourner en cours et ils ont pris la direction du bâtiment principal côte à côte. Pendant qu'ils marchaient, Fanzhou a soudainement ressenti une vive douleur dans la poitrine et s'est mis à tousser. Xiao Chan a aussitôt insisté pour l'accompagner à l'infirmerie, mais Fanzhou a maintenu que tout allait bien. Au même instant, un avertissement du système est apparu, signalant que sa présence dans le monde macabre avait été trop prolongée et lui suggérant de surveiller son état physique. Fanzhou a alors noté que ses statistiques dans le monde réel s'étaient améliorées, affichant des gains en force, constitution, agilité et esprit. Ainsi qu'une nouvelle fonctionnalité appelée compétences inutilisées, il s'est focalisé sur cette nouvelle option du système. Comprenant qu'elle pourrait lui donner les moyens de concevoir des capacités inédites comparables à celles des éveillés de très haut niveau. La cloche a retenti dans le bâtiment d'enseignement du lycée Esching. Pendant que les lycéens s'installaient à leur bureau. En tête de classe, Shen Hongju, la professeure chargée du cours de méditation, s'est présentée. Exhibant un manuel de méditation, elle a expliqué qu'il regroupait les techniques de base adaptées à la profession de chaque élève. Elle a demandé à chacun de recourir à la méditation pour révéler ses compétences professionnelles. Shen Hongju a poursuivi en précisant que la méditation renforçait la puissance spirituelle, socle de toutes les capacités. Elle a rassuré la classe en affirmant que les échecs du début étaient normaux, confiant qu'il lui avait fallu 2 semaines d'entraînement avant d'y parvenir. Fanzhou écoutait sans rien dire depuis son bureau, affichant peu d'intérêt pour le cours. À cet instant, un message du système s'est affiché devant lui, l'informant que la méthode de méditation du squelette avait été détectée et pouvait être immédiatement assimilée jusqu'au niveau d'initiation. La fenêtre demandait s'il voulait lancer l'apprentissage. Fanzhou a instantanément validé l'apprentissage de cette technique. L'énergie s'est concentrée autour de sa tête pendant que l'interface complétait le processus. Un message l'a très vite informé qu'il maîtrisait désormais la méthode de méditation du squelette. Le descriptif de la capacité indiquait qu'il s'agissait d'un procédé de méditation de rang apprenti destiné aux nécromanciens, permettant d'élever progressivement l'attribut spirituel en visualisant une ossature. Fanzhou a analysé l'explication sans moindre surprise. Pour lui, se figurer un squelette revenait exactement à observer son propre avatar. Élément crucial, Fanzhou a compris que chaque incursion de son clone dans le monde macabre équivalait également à une forme de méditation active. Cela signifiait que pendant que son corps réel se reposait dans la réalité, son double squelettique pouvait continuer de s'entraîner dans le domaine des morts. En pratique, il pouvait s'exercer 24 heures sur 24. Une alerte du système est rapidement apparue, lui rappelant que le transfert dans le royaume des morts consommait de l'énergie spirituelle. Si le développement de l'un des 2 corps était délaissé, la surcharge en résultant pouvait s'avérer très dangereuse. Conscient de ce risque, Fanzhou n'a pas perdu une seconde et a renvoyé son avatar dans le domaine macabre. Le double d'os s'est aussitôt remis à chasser des créatures spectrales de bas niveau. Fanzhou était ravi de cette organisation, alors que les autres élèves devaient consacrer des heures à la pratique, il pouvait traquer des monstres en continu et devenir plus fort simultanément. Avant qu'il ne puisse approfondir sa pensée, une autre notification est apparue, elle l'informait qu'une des capacités de son clone avait atteint la maîtrise instinctive et pouvait désormais servir de base pour déduire une aptitude inconnue pour son corps réel, moyennant 10 points de puissance d'âme. En consultant son menu de statut, Fanzhou a aperçu l'option d'une compétence déductible. Il a alors saisi que le mécanisme de déduction évoqué plus tôt par le système devait s'exécuter au sein du royaume des morts. L'avatar d'os en armure s'est préparé à lancer la création, il a démarré la procédure. Et une fenêtre de traitement s'est affichée avec une barre de progression indiquant l'analyse d'une nouvelle capacité. Quelques instants plus tard, l'opération a réussi, l'aptitude nouvellement débloquée était le javelot d'os. Son descriptif précisait qu'elle permettait à son utilisateur de condenser un javelot osseux et de le projeter sur les cibles. L'attaque inflige à la fois des dégâts physiques perforants et des dégâts magiques mortels, tandis que son nombre, sa puissance et sa portée dépendent directement de la statistique d'esprit et de la maîtrise de l'utilisateur. L'avatar squelette a alors saisi un javelot d'os fraîchement matérialisé, constatant que cette compétence s'accordait parfaitement avec l'arme forgée précédemment. Selon la logique de l'interface, l'efficacité des attaques ultérieures dépendrait entièrement des ajustements du système. La capacité du squelette à surmonter les obstacles grandissait à mesure qu'il débloquait de nouvelles options dans le menu.
De toute évidence, ce sont les résultats concrets que tout le monde recherche. Et il comptait bien l'imposer à ceux qui tenteraient de lui faire obstacle. Voilà les véritables fondements de son développement. Sans la maîtrise de ce savoir-faire, n'importe qui finirait par servir de chair à canon. L'aspect capital résidait dans l'accroissement continu des attributs, chaque petite augmentation de 0,05 accumulée permettait de faire la différence et de consolider une richesse statistique considérable face aux autres. Par la suite, l'avenir s'annonçait prometteur. Pour progresser, le système représentait le soutien idéal, guidant chaque étape de son évolution. Ces éléments en méthode avaient un lien direct avec ses objectifs globaux. En terminant ces ajustements, il préparait la suite de son ascension. Fanzhou affichait une satisfaction évidente tout en profitant des avantages procurés par son interface. Son attitude détachée a très vite attiré l'attention de Chen Hongyu. Un voisin de table situé derrière lui a tiré sur sa manche pour le mettre en garde. Mais avant qu'il ne puisse réagir, Chen Hongyu s'était déjà avancé jusqu'à sa table, le fixant du regard. Elle lui a reproché d'afficher un sourire distrait pendant que le reste du groupe travaillait dur sur la méditation. Fanzhou a cherché à s'expliquer. Mais il a été coupé net. Lurangia a affirmé bien haut que Fanzhou était tout bonnement incapable de méditer. Des murmures ont immédiatement parcouru la classe. Certains étudiants faisaient remarquer que les classes rares devaient générer des effets plus intenses, alors que d'autres soutenaient que tout dépendait du type de profession. Plusieurs lycéens ont alors rappelé que la classe de nécromancien était extrêmement rare et que la technique de méditation associée passe pour être incomplète. Selon eux, il était tout à fait logique que Fanzhou peine à atteindre un état méditatif. Fanzhou a gardé le silence pendant que le débat se poursuivait. Chen Hongyu a concédé que la méditation s'avérait particulièrement ardue pour les nécromanciens, tout en lui rappelant que cette difficulté n'excusait pas son manque d'effort. Elle a ajouté que sa passivité perturbait l'attention de l'ensemble de la classe. Pour illustrer ses propos, elle a invité tout le monde à observer Lurangia. Au-dessus de la main de Lurangia lévitait un manche de poignard entouré de flammes, façonné grâce à sa concentration. Chen Hongyu l'a félicité, expliquant qu'il avait réussi à matérialiser ce manche de dague en une seule séance. Lurangia a accueilli ses compliments avec arrogance, fier de montrer sa supériorité immédiate. Il paradait devant les autres, convaincu que son résultat le plaçait au-dessus du lot. Il se délectait de l'admiration aveugle des étudiants voisins. Lurangia pensait être devenu inatteignable pour Fanzhou. Soudainement, une décharge d'énergie sombre a jailli vers l'avant, contraignant Lurangia à faire un pas en arrière sous l'impact. Au même instant, Fanzhou lui a demandé de s'écarter. Chen Hongyu a observé la scène avec stupéfaction avant d'ordonner à Lurangia de se recentrer sur son exercice. Elle s'est ensuite tournée vers la table de Fanzhou pour exiger des explications, lui soulignant que l'objectif du cours était l'apprentissage de la méditation et non le combat. Fanzhou s'est levé sans se presser et a répondu qu'il souhaitait simplement que Lurangia s'éloigne. Il a ajouté qu'il était prêt à présenter à l'enseignante les résultats réels de sa méditation. Pendant que Xiao Chan l'observait avec une pointe d'inquiétude, dans la salle, les commentaires allaient bon train. Certains doutaient que Fanzhou ait réellement réussi l'exercice, tandis que d'autres affirmaient que même en cas de succès, son niveau devait être minime. Faisant abstraction des bavardages, Fanzhou a déclenché la méthode de méditation du squelette. Et une redoutable vague d'énergie ténébreuse s'est propagée depuis son corps. Balayant l'intégralité de la pièce, la simple onde de choc a fait reculer plusieurs élèves. Chen Hongyu a dû retenir son chapeau tout en observant le phénomène avec incrédulité. Elle ne concevait pas qu'un élève puisse accomplir une telle avancée en une unique leçon. Derrière Fanzhou, l'illusion spectrale de son guerrier squelette en armure s'est matérialisée. Debout au milieu du tourbillon d'énergie, Fanzhou a souligné avec sang-froid que par rapport à un prétendu génie ordinaire, son rythme était infiniment supérieur. C'est alors que l'instructeur lui est entré dans la pièce, remarquant que les progrès de la classe en matière de méditation semblaient plutôt probants. Il a aussitôt annoncé l'organisation d'une épreuve pratique dès le lendemain. Fanzhou l'a regardé avec surprise et s'est renseigné sur la nature de ce test. Cette annonce a provoqué un mouvement de panique chez les élèves. Plusieurs protestaient contre l'arrivée trop rapide des travaux pratiques de combat, pendant que d'autres s'inquiétaient de ne pas encore maîtriser l'initiation à la méditation. Au milieu du tumulte, Lurangia a adressé un regard plein de rancœur à Fanzhou. Il ricanait intérieurement, convaincu que les confrontations directes n'avaient rien à voir avec la théorie. À ses yeux, Fanzhou restait un matineur fragile et il était certain que le nécromancien ne tiendrait plus tête une fois l'affrontement engagé. Pendant ce temps dans le royaume des morts, où des squelettes sans esprit déambulaient au fond des défilés rocheux, le double armé poursuivait sa route à travers les étendues désertiques. Grâce au lien partagé avec son clone, Fanzhou a constaté qu'après avoir franchi le niveau d'initiation de la méditation squelettique, le temps de maintien dans le domaine des morts s'était nettement allongé. Bien décidé à exploiter pleinement cet atout, l'avatar a brandi sa lance d'os, déterminé à exterminer autant de créatures que possible avant d'épuiser son énergie spirituelle. Il s'est immédiatement rué vers l'avant,
le guerrier a balayé les squelettes les uns après les autres, les pulvérisant dans un nuage de poussière qui a envahi le ravin. Alors que la bataille faisait rage, il a intensifié ses coups, bien décidé à détruire davantage d'opposants. Finalement, après avoir anéanti une quantité impressionnante de morts vivants, le clone a ralenti son allure. S'appuyant sur sa lance, il s'est rendu compte que la majeure partie de son fluide spirituel venait d'être consommée. C'est à ce moment qu'un message système est apparu, il l'informait que le rang professionnel de Fanzhou avait augmenté et que son avatar squelettique pouvait désormais recevoir une amélioration. Le clone a noté que ses efforts portaient leurs fruits et a aussitôt validé l'évolution. Un faisceau de clarté verte a enveloppé sa structure pendant que le système concrétisait la montée de niveau. Une fois la lumière dissipée, l'avatar est réapparu avec une armure renforcée. Son menu de statut indiquait les nouvelles données, son rang venait de passer à apprenti intermédiaire, ses statistiques affichaient désormais, Force 5, Constitution 3, Agilité 3 et Esprit 3, son équipement demeurait une lance d'os de qualité commune, grise, ses compétences comptaient l'armement osseux, la maîtrise instinctive, ainsi qu'une capacité nouvellement débloquée appelée frappe brutale au stade initial, sa réserve d'énergie d'âme se maintenait à 10. Un second message a confirmé que cette progression lui octroyait automatiquement cette nouvelle compétence, le clone s'est étonné de voir qu'une montée en niveau pouvait fournir des aptitudes directes. Le descriptif explicitait le fonctionnement de cette nouvelle attaque. Ravi du résultat, l'avatar a conclu que cette technique lui permettrait d'exterminer les cibles avec une efficacité accrue. Mais avant d'aller plus loin, un coup de fatigue soudain a traversé l'avatar alors que ses dernières forces s'amenuisaient rapidement, il s'est rendu compte qu'absorbé par les fenêtres de progression, il avait oublié que son fluide spirituel était déjà à sec. Incapable de rester debout, le clone est tombé à genoux, se soutenant à l'aide de sa lance. Le décor est ensuite repassé sur le terrain d'entraînement du lycée Esching. Fanzhou discutait avec ses camarades, constatant que certains refusaient d'accepter la réalité de ses capacités et préféraient fermer les yeux sur sa progression. Xiao Chan lui suggérait d'éviter les tensions inutiles, de son côté, Fanzhou gardait en tête que personne ne devait découvrir l'existence de son interface système, pour prévenir tout risque de fuite, il a décidé qu'il était plus prudent de ne visiter le royaume macabre que lorsqu'il se trouverait strictement seul. Pendant qu'ils échangeaient, Lurangia est passé à côté d'eux flanqué d'un autre élève, en toisant Fanzhou, Lurangia s'est moqué de la classe de nécromancien, prétendant que Fanzhou semblait épuisé après un simple effort de méditation, son acolyte a surenchéri, affirmant que réussir l'initiation à la méditation n'avait rien d'exceptionnel, Lurangia a conclu que la vraie valeur résidait dans la puissance martiale et non dans l'entraînement théorique. Xiao Chan s'est interposé pour prendre la défense de Fanzhou, faisant remarquer qu'il n'avait provoqué personne et demandant pourquoi Lurangia et ses camarades s'acharnaient sur lui, Lurangia a balayé ses remarques, soutenant qu'il ne faisait que dresser un constat. Fanzhou s'est alors avancé et a demandé d'un ton neutre à Lurangia s'il tenait à subir une nouvelle correction, cette réplique a immédiatement hors de lui Lurangia, qui a prétendu qu'il n'était plus le même homme que la semaine précédente. En fermant le poing, une lueur orange s'est concentrée autour de sa main, Lurangia a clamé avec fierté qu'il venait de débloquer une compétence de classe, affirmant qu'il lui suffirait d'un seul coup pour balayer Fanzhou. Avant que la situation ne dégénère, une voix autoritaire a ordonné la fin des hostilités, les élèves se sont retournés pour voir arriver l'instructeur Lu. Lu les a sévèrement réprimandés, leur rappelant que l'établissement dispensait des techniques de combat pour éliminer les entités malveillantes, et non pour régler des querelles de récréation, Lurangia a aussitôt baissé d'un ton et présenté ses excuses. L'enseignant s'est ensuite adressé à Fanzhou, faisant allusion à sa prestation durant le cours de méditation, il lui a conseillé de mettre la même intensité dans la pratique du combat, Fanzhou a acquiescé poliment. Tandis que Lu s'éloignait, Fanzhou a remarqué que l'instructeur semblait lui porter un intérêt particulier. Quelques secondes plus tard, Lu s'est installé au centre du terrain et a ordonné le rassemblement général, les lycéens se sont promptement exécutés. Il a ensuite demandé à un élève d'aller chercher le matériel requis pour la séance du jour. Très vite, 2 lycéens ont poussé un imposant chariot recouvert d'une bâche le long de la piste, Fanzhou observait la scène avec curiosité. Pendant que lui retirait la protection, en dessous se trouvait un golem de test humanoïde, l'instructeur a détaillé qu'il s'agissait d'un golem de mesure de rang apprenti, conçu pour chiffrer la puissance d'attaque et de défense. Prenant pour étalon la créature abyssale la plus basique, le diablotin, il a précisé qu'une valeur défensive de 100 était indispensable pour stopper ses griffes de face. Un élève a observé l'appareil déjà usé et s'est demandé s'il ne risquait pas de céder sous leur coup. En réponse, Lu a tapoté la structure métallique avec un bruit lourd, affirmant qu'aucun nouvel élève n'était jamais parvenu à en détruire un. Il a même garanti que si quelqu'un réussissait à démolir l'automate par ses propres moyens aujourd'hui, il solliciterait personnellement une gratification de 20 points de contribution auprès de l'Alliance. Cette promesse a instantanément survolté la classe. En entendant parler de cette récompense,
Fanzhou s'est rappelé que les points de contribution servaient de monnaie d'échange principale dans ce monde, indispensable pour acquérir divers équipements et compétences. Les candidats se sont bousculés avec enthousiasme pour passer les premiers, lui les a placés en file indienne et a annoncé que les tests démarraient par les classes ordinaires. Un lycéen aux cheveux noirs s'est avancé et a projeté une boule de feu. L'impact magique a explosé contre la surface du golem. Mais lui a affiché une valeur d'attaque de seulement 48, lui indiquant qu'il devait encore s'entraîner. Le candidat déçu s'est plaint que son sort avait pourtant l'air bien plus dévastateur que ce chiffre. À sa suite, un élève aux cheveux roux a exécuté un coup paralysant, obtenant un score de 41. Puis, un archer aux cheveux bleus a décoché une flèche pétrifiante, décrochant la note de 50. Les candidats se sont succédés pour passer l'épreuve. Une fois les professions communes évaluées, lui a annoncé que les classes spéciales pouvaient s'avancer à leur tour. Les élèves des classes ordinaires s'étaient regroupés, déçus de leurs résultats. Aucun d'eux n'avait dépassé la barre des 60 points, rendant les 20 points de contribution totalement inaccessibles. Certains ont alors commencé à spéculer sur les performances que pourraient réaliser les classes rares et cachées. Patientant dans la file, Fanzhou a jeté un œil à son interface avant de fixer ses mains, sachant que l'essentiel de sa force résidait dans son avatar squelettique. Il s'est demandé si le golem prenait en compte le cumul des dégâts subis. En voyant Fanzhou attendre en silence, l'Urangia est venu le railler, affirmant que son hésitation prouvait d'avance que sa puissance d'attaque finirait au bas du classement. Fanzhou n'a prêté qu'une attention minime à cette provocation, répondant d'un simple hochement de tête évasif. Assuré de sa réussite, l'Urangia s'est porté au centre, clamant qu'il allait prouver le gouffre qui les séparait maintenant qu'il contrôlait une aptitude professionnelle. Il est aussitôt passé à l'action, en déclenchant la dague fantôme, l'Urangia a bondi vers l'avant et a frappé le golem de plein fouet. Le compteur de la machine a rapidement affiché un résultat de 80. Après contrôle de l'affichage, lui a officialisé la puissance offensive de l'Urangia à 80. Très fier de sa performance, l'Urangia l'a mise en avant comme la preuve de la supériorité de sa classe cachée d'assassin spectral. Toutefois, un élève lui a rappelé qu'il n'était pas le seul représentant d'une classe cachée dans le groupe. L'instructeur lui a vérifié son registre et a appelé Yifan. Yifan a répondu à l'appel et s'est avancé sur la piste. À son approche, les élèves murmuraient entre eux. Il rappelait que Yifan s'était éveillé en tant que chasseur de démons et avait déjà retenu l'attention de la direction, qu'il avait intégré à un groupe d'études spécialisé. Évidemment, beaucoup trépignaient de connaître son résultat. Yifan a levé la main et a fait apparaître une grande lame incurvée pendant que l'énergie s'accumulait autour de lui. Il s'est ensuite élancé et a porté une frappe vengeresse. Le golem de test a indiqué un score initial de 65, plusieurs lycéens ont exprimé leur surprise, notant que ce chiffre dépassait à peine ceux des classes communes. Yifan est cependant resté très calme, faisant remarquer que sa séquence d'attaque n'était pas achevée. Il a enchaîné directement avec une seconde capacité, prenant de la vitesse, il a libéré un combo vengeur, assénant une série de coups ininterrompus. À mesure que les impacts se succédaient, le score de l'automate ne cessait de grimper. Le compteur a bondi de 69 à 88 avant d'élever encore sa valeur à chaque coup porté. Au terme de l'ultime assaut, l'affichage s'est bloqué sur 100. Liu a alors proclamé publiquement que la capacité d'attaque de Yifan atteignait 100. En observant cette démonstration, Fanzhou a validé son hypothèse préalable. Le système de mesure des golems calculait bel et bien la somme cumulée des coups consécutifs plutôt que la valeur d'un impact isolé. Alors que Yifan se retirait, Fanzhou mesurait ses propres options. Puisque l'appareil additionnait les dégâts portés, il en a déduit que le détruire ne présenterait pas non plus de grandes difficultés pour lui. Fort de son score de 100, Yifan se tenait fièrement sur l'air d'essai, persuadé que personne dans la classe ne pourrait faire mieux. À côté, Xiaoshin bougonnait, affirmant que Yifan n'avait obtenu ce résultat qu'en empilant plusieurs attaques à la chaîne. Elle regrettait de ne pas avoir tenté un enchaînement elle-même. L'Urangia s'est hâtée de la railler, lui lançant qu'une classe de soutien ne disposerait jamais d'une telle compétence de combo. Avant que leur échange n'escalade, Liu a appelé Xiao Chan pour son passage. C'est d'un pas hésitant qu'elle s'est avancée sur le terrain. Se remémorant qu'en tant que titulaire d'une classe cachée, elle ne pouvait pas se permettre d'échouer, rassemblant l'énergie du vent autour d'elle. Elle a bondi et a frappé le golem. L'appareil a affiché un score de 31, Liu a annoncé sa puissance d'attaque à 31, Xiao Chan n'a pu que soupirer, déplorant le fait que les classes de soutien manquent cruellement d'impact offensif. L'Urangia a éclaté de rire et s'est moqué du résultat. Il a prétendu que s'il avait éveillé une classe d'assassins, son score aurait aisément dépassé les 80 points. Les passages se sont poursuivis, Gujisho s'est avancé et a utilisé le missile d'énergie éolienne en chaîne, obtenant un résultat de 72. À sa suite, Zhao Yuan a exécuté la charge de bouclier, enregistrant une valeur de 69. Puis Shenyang a fait usage du fracas de marteau géant pour décrocher un score de 84. À mesure que les notes s'accumulaient, les lycéens commentaient les bonnes prestations.
malgré cela, personne n'avait réussi à surpasser les 100 points de Yifan ni à démolir le golem. L'attention s'est alors tournée vers la suite du passage. Quelqu'un a alors fait remarquer qu'un titulaire de classe cachée n'avait pas encore été évalué, il s'agissait de Fanzou, le nécromancien. Dès que son nom a été prononcé, l'Urangia s'est moqué, écartant l'idée que Fanzou puisse réussir quoi que ce soit, il doutait que le nécromancien atteigne seulement 10 points et se demandait si ses squelettes tiendraient debout. Fanzou lui a demandé avec calme s'il était à ce point persuadé qu'il ne décrocherait pas les 20 points de contribution. Toujours aussi arrogant, l'Urangia a affirmé que si Fanzou parvenait à démolir le golem, il le mangerait sur place. Fanzou s'est contenté d'un sourire et lui a suggéré de bien garder cette promesse en mémoire. Il a ensuite marché vers le centre de la piste et a demandé à l'assistance de reculer. L'Urangia pensait que Fanzou cherchait à cacher un mauvais score, mais Fanzou a expliqué que la technique qu'il s'apprêtait à lancer exigeait beaucoup d'espace. Des nuées sombres se sont accumulées au-dessus de sa tête pendant que des chaînes magiques d'un vert éclatant se déployaient au sol. Quelques secondes plus tard, 10 squelettes ont surgi de la terre. Cette vision a médusé l'ensemble des spectateurs, les élèves se demandaient comment un nécromancien de rang apprenti pouvait contrôler 10 squelettes d'un coup, alors que la limite des débutants plafonnait d'ordinaire à 2, plusieurs se demandaient même s'il n'avait pas déjà atteint le rang fer noir. Même l'enseignant lui avait du mal à en croire ses yeux, il se rappela que Susignan, considérée comme la nécromancienne la plus douée de l'histoire, n'avait réussi à invoquer que 5 squelettes lors de son éveil, cette comparaison l'amena à se demander si le potentiel de Fanzou n'était pas plus vaste encore. Face à cette stupéfaction, Fanzou constata intérieurement qu'il s'était pourtant restreint, s'il s'était donné au maximum, la réaction aurait été plus explosive encore. Il a ensuite donné un ordre limpide à son escouade, attaquer. La troupe de morts-vivants s'est aussitôt ruée vers l'avant, leur vitesse a stupéfié l'Urangia. Et ils ont rapidement encerclé le golem de test sous un déluge de coups. L'affichage des dégâts est monté en flèche de 30 à 45, puis 60, pour se fixer momentanément à 65. Devant ce chiffre, l'Urangia s'est détendu et s'est mis à ricaner, il soutenait que cette valeur n'avait rien d'extraordinaire, d'autres étudiants ont reconnu que si 65 était correct pour un guerrier de base, cela paraissait faible pour un invocateur à la tête de 10 unités, l'Urangia s'est moqué de plus belle, insistant sur le fait que chaque squelette fournissait moins de 10 points en moyenne. Fanzou lui a suggéré sans s'énerver de ne pas conclure trop vite, car l'épreuve ne faisait que commencer, alors que l'Urangia le questionnait à nouveau. Fanzou a claqué des doigts, une onde d'énergie verte a jailli, estimant que 10 serviteurs ne suffisaient pas, il a choisi d'en matérialiser 20, une seconde vague d'ossements s'est extraite du sol, portant l'armée à 20 guerriers spectraux. La foule est restée sous le choc, Xiao Chan observait la scène avec enthousiasme, acclamant Fanzou et criant qu'elle avait toujours eu confiance en lui. La horde de squelettes a repris son assaut destructeur, le score a rapidement grimpé à 81. Puis 97, avant de dépasser les 108 points. Sous la violence des coups répétés, l'un des bras du golem s'est complètement détaché. Quelle déflagration, sous les yeux des témoins, le golem de test a fini par tomber en morceaux, le cadran affichait une valeur maximale. L'automate entièrement désintégré laissait la foule muette de stupeur, Fanzou venait de prouver que son armée d'os était sans pitié. De son côté, l'Urangia restait figé, totalement désemparé face à ce dénouement. Fanzou s'est avancé vers lui sans perdre un instant. Il a rappelé à l'Urangia son engagement et l'a invité à commencer à dévorer le golem détruit, l'Urangia était incapable de sortir un mot. Fanzou a alors précisé qu'il n'allait pas le forcer à exécuter ce pari absurde. En revanche, il a sévèrement averti l'Urangia de ne plus jamais se traverser sur son chemin à l'avenir. Épouvanté, l'Urangia a détalé sur le champ tout en promettant intérieurement qu'il prendrait sa revanche tôt ou tard. Aussitôt après, Xiaoshuan s'est approché en courant et a demandé avec excitation à Fanzou comment il avait fait pour acquérir une telle puissance, elle l'a supplié de lui partager son secret, Fanzou a répondu d'un air embarrassé qu'il s'était contenté d'un entraînement de méditation classique. L'instructeur lui les a rapidement rejoints, il a salué la performance de Fanzou et lui a garanti qu'il se battrait pour lui obtenir un statut d'élève élite au sein de l'établissement. La scène s'est ensuite déplacée dans le bureau de la direction, le directeur aux cheveux blancs analysait derrière son bureau un bilan synthétique du dernier éveil, sur un effectif de 10 000 candidats, 9 103 avaient débloqué une classe, soit un taux de réussite proche de 91%. Il parcourait un registre comprenant 85 profils rares retenus pour le programme d'élite, parmi lesquels figuraient Zhao Yuan, Xiaoshuan, Guziqiu et Yifan. Le directeur prévoyait d'inscrire directement ces 85 candidats sur la liste officielle des 100 élèves espoirs de l'académie. Cependant, en arrivant au dossier de Fanzou, il s'est interrompu, après avoir consulté la fiche du nécromancien, le directeur a estimé d'un air détaché que cette classe manquait de perspective et a pris la décision d'écarter Fanzou de la sélection.
Toujours dans son bureau, le directeur a invité la personne qui frappait à entrer. L'instructeur lui est entré précipitamment, tenant plusieurs fiches en main. Le directeur lui a demandé pourquoi il n'était pas sur le terrain d'entraînement et ce qui justifiait son déplacement, lui a expliqué qu'il s'agissait d'une affaire prioritaire. Le directeur a jeté un œil au document, s'étonnant de son empressement. Il s'est alors saisi du dossier concerné. L'instructeur lui a présenté le profil de Fanzhou, insistant sur sa classe de nécromancien. Il a vivement recommandé l'intégration immédiate de Fanzhou parmi les élèves d'élite. Le directeur a reconnu que cette profession possédait théoriquement un gros potentiel, mais a souligné qu'en pratique, sa progression s'avérait d'une complexité extrême, lui a répliqué en faisant remarquer que la majeure Susignan était elle aussi nécromancienne et affichait une puissance équivalente à celle des grands mages. Le directeur a rétorqué que Susignan n'avait réussi que parce qu'elle avait bénéficié de son soutien absolu en tant qu'ancien mentor, demandant ironiquement de quels appuis Fanzhou pouvait bien disposer. L'instructeur lui a rappelé que les parents de Fanzhou étaient d'anciens compagnons d'armes sacrés héros de la Fédération, mais le directeur a réitéré que la liste d'élite imposait de lourdes responsabilités en plus d'offrir des avantages. Insistant dans sa démarche, l'instructeur lui a transmis les rapports d'évaluation des cours de méditation et de combat de Fanzhou. Le directeur est resté stupéfait à la lecture des bilans, découvrant que Fanzhou avait assimilé la méditation squelettique dès la première séance et qu'il pouvait contrôler plus de 20 squelettes en situation réelle. Lui a affirmé que le don de Fanzhou pourrait marquer un tournant pour la classe des nécromanciens. Le directeur a coupé court aux échanges, décidant de trancher après avoir observé les résultats du garçon lors du passage dans le simulateur de combat. En réexaminant la fiche avec attention, le directeur a admis une certaine curiosité quant aux véritables capacités du jeune homme. Pendant ce temps à l'extérieur, Fanzhou marchait aux côtés de Bec Xiaoshan. La jeune fille cherchait à savoir comment il était parvenu à un tel résultat. Faisant remarquer que matérialiser autant d'unités dès la première séance pratique relevait de l'inédit, Fanzhou a répondu d'un ton évasif qu'il avait simplement répété les invocations et qu'il n'y avait pas de quoi s'extasier. Bec Xiaoshan lui a reproché d'en faire trop dans la modestie, mais Fanzhou a maintenu qu'il ne trouvait pas cela extraordinaire. Intérieurement, il gardait pour lui le fait que sa force démontrée ne constituait qu'une fraction de son véritable potentiel. Il a affiché un léger sourire. Au moment où Yifan l'a interpellé pour lui demander de s'arrêter. Yifan a affirmé haut et fort qu'il n'avait jamais été inférieur à qui que ce soit et que dans toute la promotion, seul Fanzhou représentait un rival à sa mesure. Shao Chan et Fanzhou ont écouté cette tirade en silence. Fanzhou a décliné la provocation et a repris sa marche, indiquant qu'il n'avait pas de temps à accorder à ces querelles. Shao Chan trouvait l'attitude de Yifan bien étrange. Yifan l'a retenu, précisant qu'il ne s'agissait pas d'un simple duel, mais d'une invitation à devenir son partenaire d'entraînement régulier. Yifan a rappelé qu'à la suite de l'éveil de sa classe rare de chasseur de démons, il avait intégré un cercle de recherche dédié où un partenaire de niveau équivalent était requis pour progresser. Fanzhou a demandé pour quelles raisons il devrait rendre service aux travaux de Y-Fan. Y-Fan a proposé une rétribution de 10 points de contribution, précisant qu'elle couvrait 2 semaines d'entraînement ainsi que les frais de logement et de nourriture. Fanzhou a accepté sur le champ et lui a serré la main pour sceller le contrat. Y-Fan s'en est réjoui, soulignant que Fanzhou agissait bien comme le rival qu'il s'était choisi, tout en s'étonnant d'une décision si rapide. Fanzhou lui a répondu de passer devant sans attendre. En chemin, Bec Xiaoshan a demandé à Fanzhou s'il était bien raisonnable d'accepter l'offre d'un individu aussi excentrique. Fanzhou a répliqué que 10 points de contribution constituaient une somme très intéressante. Il se disait en son fort intérieur que dans sa situation, chaque ressource comptait. Alors qu'ils avançaient, Xiao Chan s'est demandé haute voix si Yifan ne serait pas un fils de famille aisé au vu de sa générosité. Fanzhou a réfuté cette idée, expliquant que Yifan n'était pas riche et que les points avaient été avancés par le laboratoire. Xiao Chan s'en est étonné, demandant si le cercle de recherche se montrait à ce point prodigue. Fanzhou a précisé qu'il s'agissait d'un crédit et que Yifan devrait tout rembourser à terme. Il a ajouté qu'au vu du train de vie de Yifan, celui-ci serait probablement endetté sur 2 décennies après la fin de ses études. Xiao Chan est resté stupéfaite devant cette précision. C'est alors que Yifan les a invités à accélérer le pas, les guidant vers l'entrée d'un complexe. Une fois à l'intérieur, Yifan leur a fait visiter les installations et a sollicité leurs impressions. Fanzhou a admis que le centre disposait d'un matériel d'exception, constatant que les classes rares bénéficiaient d'un traitement privilégié. Un homme s'est ensuite présenté sous le nom de Shen Qinshan, traqueur de rang argent et superviseur du cercle d'études des chasseurs de démons. Fanzhou et Bec Xiaoshan l'ont salué poliment, et Shen Qinshan a salué les 2 lycéens en retour. Fanzhou a décelé que malgré son poste actuel dans la recherche, Shen Qinshan conservait la prestance d'un combattant aguerri au front. Parcourant les salles, Shen Qinshan a raconté que récemment dans le domaine abyssal, un chasseur de démons chevronné avait mis la main sur une couronne légendaire et abattu un seigneur des abîmes, faisant preuve d'une puissance redoutable.
Il a ajouté que dès l'éveil de Yifan dans cette même classe, l'académie militaire de Heching avait pris les devants en fondant une unité dédiée à son développement. Shen Qinshan a précisé qu'il avait étudié le parcours de Fanzhou et que si ce dernier le souhaitait, une structure dédiée aux nécromanciens pourrait également voir le jour. Fanzhou a décliné la proposition. Intérieurement, il refusait catégoriquement d'avoir à rembourser des dettes pendant 20 ans à la sortie de l'école. Shen Qinshan a pris acte de son refus et a proposé de passer sans plus attendre aux essais de combat. Pendant que Fanzhou et Yifan descendaient vers la salle d'entraînement, Shen Qinshan les a rassurés sur la présence de dispositifs de protection avancés, leur garantissant qu'ils pouvaient se donner à fond sans risquer leur vie. Fanzhou a analysé le profil de Yifan, notant sa grande vitesse et son pouvoir d'impact qui risquait de gêner la matérialisation de ses squelettes. L'interface a affiché son arbre de capacité pendant que Fanzhou décidait d'exécuter une déduction de compétences pour rehausser son niveau global. Il a investi dans ses aptitudes, invocation squelettique avancée, javelot d'os au niveau 2 et bouclier d'os au niveau 1. Pendant que Yifan retirait sa veste pour l'affrontement, Fanzhou s'est souvenu qu'il venait de débloquer la maîtrise des armes d'arc à lame. Yifan s'est avancé, arme en main, affirmant que même si Fanzhou invoquait 20 squelettes, cela ne suffirait pas à le faire tomber. Fanzhou s'est contenté d'un sourire en équipant sa tenue d'apprenti, glissant que l'issue pourrait surprendre. Enveloppé d'une aura verte, il savait qu'après avoir renforcé ses compétences et ajusté son équipement, le combat ne serait pas si prévisible. L'interface affichait la mise à jour, invocation squelettique maîtrisée, javelot d'os au rang supérieur et bouclier d'os au niveau compétent. Des alertes système se sont ouvertes, le bâton d'apprenti, arme de base grise, augmentait légèrement son efficacité. Tandis que la robe d'apprenti, également de qualité commune, réduisait modestement les dégâts subis. Yifan a empoigné son imposant arc à lame, observant la piste, Yifan a souligné que cette assurance inébranlable était exactement ce qu'il attendait d'un vrai rival. Cependant, son visage s'est durci alors qu'un fluide vert crépitait autour de lui. En un éclair, une aura verte a jailli du corps de Yifan tandis qu'il réduisait la distance, surgissant au contact de Fanzhou pour asséner un assaut féroce. Au-dessus du terrain, 3 chercheurs suivaient le duel derrière une vitre renforcée, l'un d'eux demandait qui l'emporterait, et son collègue a aussitôt tranché en faveur de Yifan, affirmant après une semaine d'observation que l'instinct de combat de ce dernier était le plus effrayant qu'il ait vu. Tout près, le professeur lui et le vieux Shen échangeaient à voix basse. Le professeur lui estimait que les chercheurs concluaient bien trop vite, lorsque le vieux Shen s'est étonné de sa présence. Lui a répondu qu'il devait surveiller l'affrontement entre 2 de ses meilleurs éléments. Le vieux Shen a demandé s'il lui croyait vraiment Fanzhou capable de battre Yifan. Le professeur lui l'a confirmé sans détour. Consultant un document résumant les aptitudes de Fanzhou, il reconnaissait que même si l'élève pouvait faire surgir une armée de squelettes, il n'en demeurait pas moins un mage à la santé fragile. Toutefois, a-t-il ajouté avec malice, Yifan venait d'assimiler la veille une technique de déplacement très puissante qui pouvait réserver une sacrée surprise. Le vieux Shen a laissé échapper une exclamation intriguée. Sans avertissement, Yifan s'est rué vers l'avant, abattant son arc à lame dans un grand arc de cercle vers Fanzhou. Fanzhou a fait un bond en arrière, esquivant la lame de justesse. Il a aussitôt mesuré que la puissance au corps à corps de Yifan était redoutable, il devait maintenir ses distances. Mais Yifan a immédiatement ajusté sa posture, armant son équipement comme un arc classique. Une énergie bleue étincelante s'est concentrée le long de la structure alors qu'il avertissait Fanzhou que la distance ne le sauverait pas. Il a décoché une salve fulgurante de projectiles bleus, libérant sa flèche de chasseur de démons. Les tirs d'azur ont fendu l'air directement vers Fanzhou. Fanzhou a instantanément relancé son invocation squelettique. Le serviteur d'outre-tombe a surgi, dressant ses bras d'os pour bloquer l'impact de la flèche de chasseur. Constatant que le bouclier tenait, Yifan a de nouveau tendu sa corde, déterminé à briser le rythme d'invocation de Fanzhou. Soudain, un éclair tranchant a frappé le cercle d'invocation de Fanzhou, pulvérisant la structure magique. Comprenant que son sort avait été interrompu, Fanzhou s'est empressé d'esquiver la pluie de tirs bleus, relâchant un souffle court face à cette menace immédiate. Il a plaqué vivement sa paume contre le sol, activant un nouveau cercle verdâtre. Sous l'impulsion du sort, plusieurs squelettes lourdement équipés se sont extirpés de la lueur spectrale. Observant l'intensité de la confrontation, le professeur lui a souligné que la nouvelle génération se montrait impressionnante. Il a glissé au vieux Shen que peu importe l'issue pour Fanzhou, sa prestation du jour justifiait amplement sa place parmi les élèves d'élite, tout en invitant son collègue à ne pas crier victoire trop tôt. Le vieux Shen gardait les yeux fixés sur le terrain avec une attention extrême, observant que la sérénité et l'expérience de Fanzhou étaient saisissantes. Il est resté convaincu que le jeune mage n'avait pas abattu toutes ses cartes. Sur la piste, Fanzhou conservait un calme glacial tout en gérant les assauts des squelettes en progression. Jugeant la situation, il s'est dit qu'il ne devait plus se retenir. Brandissant son bâton au-dessus de sa tête,
des tourbillons d'énergie mortelle se sont déchaînés autour de lui alors qu'il déployait son invocation squelettique à pleine puissance. Dans la salle des observateurs, les experts étaient sous le choc, l'un d'eux est resté stupéfait devant l'apparition soudaine de 30 squelettes, cherchant à comprendre comment un élève éveillé depuis peu avait pu élever ses capacités à un tel niveau. Au centre de l'arène, Yifan s'est retrouvé complètement encerclé par l'armée d'os, sans céder à la panique, il a esquissé un sourire, saluant la démonstration et affirmant que c'était avec cette puissance que Fanzou méritait son titre de rival. Dans le plus grand calme, Fanzou a rabattu la capuche de sa cape de camouflage sur son visage, prêt à exécuter la suite de sa stratégie sans laisser de répit à l'adversaire. Yifan restait concentré sur sa cible, prêt à enchaîner pour ne pas se faire déborder par le nombre. La moindre erreur pouvait sceller l'issue du combat. Yifan a rassemblé son énergie pour lancer une attaque à distance décisive. L'éclat d'émeraude dans ses yeux s'est intensifié alors qu'il enclenchait une charge spectrale. À l'autre bout du terrain, Fanzou demeurait immobile, masqué sous son manteau et tenant son bâton d'une prise ferme. Sans cri de sommation, Yifan s'est précipité à une vitesse folle, ne laissant derrière lui qu'un sillage vert étincelant. Le professeur lui a jugé le combat plié, persuadé qu'un mage fragile rattrapé au corps à corps ne résisterait pas à l'assaut destructeur de Yifan, le vieux chêne n'a pas dit un mot. Rejoint en une fraction de seconde, Fan a abattu son arme étincelante sur la silhouette masquée, déclenchant une frappe vengeresse d'une violence inouïe. Sous sa capuche, Fanzou a murmuré que son adversaire était tombé droit dans le piège. Instantanément, Fanzou a déployé son bouclier d'os. Faisant surgir l'emblème d'un crâne vert géant dans les airs, la barrière magique a stoppé la lourde lame dans un choc fracassant, absorbant l'intégralité de l'impact. Et repoussant Yifan en arrière, luttant pour garder son équilibre. Derrière le vitrage, le professeur lui s'est agrippé à la console dans un état de stupeur totale devant la parade orchestrée par Fanzou. L'équipe d'observation constatait l'efficacité des méthodes tactiques employées par le nécromancien. Fanzou démontrait une maîtrise du terrain hors du commun. Sa capacité à tromper l'adversaire s'avérait redoutable. À ses côtés, le vieux chêne a laissé échapper un sourire satisfait, trouvant les ruses de combat du jeune homme d'une efficacité redoutable. Fanzou s'était servi du tissu de camouflage pour se fondre au milieu des squelettes. Encerclé par une multitude de silhouettes identiques, Yifan s'avérait incapable de repérer le vrai Fanzou, malgré toute son attention. Yifan a pesté de ne pouvoir débusquer le corps réel de Fanzou, il lui a ordonné de se montrer tout en continuant de détruire les serviteurs d'os, mais la bataille s'éternisant, il a compris qu'il finirait épuisé à ce rythme. Faute d'alternative, Yifan a enclenché une ultime capacité. Une onde de choc terrifiante a jailli de son corps, balayant l'ensemble des squelettes environnants sans même qu'il ait à les toucher. Assistant au spectacle, l'instructeur lui a écarquillé les yeux, se demandant comment Yifan pouvait déjà maîtriser un tel sort à son niveau. Le professeur Shen a approuvé de la tête, expliquant que malgré son temps de recharge élevé, ce sort offrait des dégâts de zone massifs et une excellente porte de sortie. Au même instant, Fanzou s'est esquivé discrètement à travers les ossements qui s'effondraient. Dès que Yifan a repéré ce mouvement, son regard s'est éclairé. Ne laissant aucune opportunité de fuite à Fanzou, Yifan a réactivé sa compétence, chargeant plein gaz pour porter un nouvel assaut. Yifan a poussé un cri sous l'effort pendant qu'une météore de feu vert fondait depuis le ciel. Un squelette vêtu de la cape de camouflage a levé les yeux au moment où Yifan exécutait sa frappe céleste. Une violente explosion verte s'est écrasée au sol avec une puissance inouïe. Yifan s'est redressé près de la dépouille d'os, son arc en main, il a proclamé que même si son adversaire était redoutable, sa propre fierté l'empêchait d'accepter la défaite. Levant la tête, il a appelé les équipes médicales à intervenir d'urgence, ne voulant pas déplorer de drame. Depuis la zone d'observation, Olshin, le professeur lui et Xiaoshin scrutaient l'arène. Yifan a surpris leur regard et s'est dit que leur visage n'arborait pas la réaction réservée à un vainqueur. Yifan est resté dans l'attente, le squelette sous la cape gisait sans mouvement au sol. En baissant les yeux, Yifan est resté pétrifié, découvrant le crâne mis à nu, il a compris avec effroi qu'il ne s'agissait pas de Fanzou. Yifan a réalisé qu'il venait d'être trompé par une double substitution, Fanzou ne s'était pas camouflé en squelette, il avait fait porter son propre déguisement à l'un de ses serviteurs tout en se fondant lui-même parmi les rangs. Soudain, un squelette a immobilisé Yifan par l'arrière, il a poussé un cri, Fanzou est apparu sereinement dans son dos, lui adressant la parole pour le remercier de lui avoir concédé la victoire. Yifan a relâché son arme. Fanzou et Yifan se tenaient côte à côte sur le terrain, Yifan a admis sa défaite. Yifan s'est effondré vers l'avant, dépité de constater que le coup de son ultime capacité l'avait laissé totalement vidé de ses forces. Un squelette a rattrapé Yifan dans sa chute. Regardant son opposant, Yifan l'a remercié d'une voix hésitante. Fanzou a levé le pouce,
lui disant de ne pas s'en faire et de prendre cela comme une marque de considération envers le vaincu. Des squelettes ont évacué Yifan sur un brancard, Yifan criait que cet échec constituerait le carburant de sa future progression. Fanzhou s'est avancé vers le professeur Lui et le vieux Shen. Le vieux Shen a déclaré qu'en dépit de ses réticences initiales, le niveau de combat du jeune Fanzhou dépassait largement ses prévisions. Fanzhou a salué le professeur Shen avec respect, poursuivant l'échange. Olshin a ajouté qu'avec une telle intelligence tactique, il deviendrait assurément un grand stratège. Fanzhou s'est fait la réflexion qu'il ne percevait pas vraiment cela comme un compliment. Le professeur lui s'est adressé à Fanzhou, lui demandant si la protection magique déployée plus tôt était une compétence qu'il avait créée lui-même. Fanzhou l'a confirmé à son enseignant. En montrant le bouclier et les lances d'os luminescents, Fanzhou a expliqué qu'en développant son invocation, il avait acquis des compréhensions nouvelles lui ayant permis de concevoir deux capacités inédites, baptisées javelot d'os et bouclier d'os. Le vieux Shen et le professeur lui l'écoutaient en silence avec attention. Le professeur lui a donné une frappe amicale sur l'épaule de Fanzhou, le félicitant d'être un élève remarquable qui savait réserver de belles surprises. Fanzhou a demandé poliment à son professeur de mesurer sa force. Se tournant vers le vieux Shen, le professeur lui a suggéré que puisque Qin Shan disposait du matériel adéquat, il devait mesurer la valeur de ses nouvelles compétences. Le vieux Shen a approuvé sans hésiter, déclarant qu'il allait tout mettre en place. Fanzhou s'est courbé sous la fatigue pendant que le professeur lui le soutenait. Fanzhou a expliqué que ses réserves d'énergie spirituelle étaient au plus bas, craignant de ne pouvoir exécuter les tests. Le professeur lui a répondu qu'il n'avait pas à s'inquiéter pour un problème aussi mineur. Face à une caisse remplie de fioles de récupération d'énergie spirituelle, Fanzhou s'est demandé ironiquement s'il ne lui servait pas des boissons au fût, surpris par une telle quantité. Fanzhou a bu une potion bleue à même le flacon, se disant que c'était bien la première fois qu'il voyait quelqu'un consommer des élixirs de régénération comme de l'eau claire, trouvant cela très désaltérant. Le professeur Lu, le vieux Shen et Fanzhou se sont positionnés près d'un golem d'essai. Le professeur lui a demandé de se placer pour débuter la mesure. Le vieux Shen a confirmé que l'automate était opérationnel et Fanzhou a donné son feu vert. Le golem s'est mis en position pendant que le professeur lui l'invitait à déployer ses attaques comme en situation réelle. Fanzhou a acquiescé, bâton brillant en main. Fanzhou a décoché une lance d'os volante. Il a projeté le javelot sur l'automate et le professeur lui a relevé un score d'attaque de 85. Le vieux Shen s'est réjoui en observant sa tablette pendant qu'une chercheuse s'étonnait d'une valeur offensive si élevée. Olshin a souligné que pour un novice venant d'éveiller sa classe, c'était tout à fait hors norme, insistant sur le fait qu'il s'agissait d'une compétence auto-créée. Fanzhou a attendu la suite pendant que le professeur lui demandait de se préparer pour l'évaluation des capacités défensives. Fanzhou a approuvé. Le golem de test s'est rué vers l'avant. Fanzhou a encaissé le coup de poing de l'automate au moyen de sa barrière, déployant son bouclier osseux. Le professeur lui a annoncé un indice de défense de 80, échangeant avec Olshin. Le professeur lui notait que son impact offensif équivalait à celui d'un mage des tempêtes, tandis que sa protection valait celle d'un chevalier de terre. Le professeur lui a tapoté vigoureusement l'épaule de Fanzhou, affirmant qu'il était taillé pour la nécromancie. Fanzhou a demandé à son maître de mollir le geste, craignant en plaisantant qu'on ne l'accuse d'ajuster ses statistiques à la main. Le vieux Shen est venu aux côtés de Fanzhou, lui expliquant que les compétences créées étaient exceptionnelles et lui conseillant de les enregistrer dans la banque officielle de compétences. Olshin a précisé que ce dépôt fédéral constituait un centre de compétences national où chacun pouvait dépenser des points de contribution pour débloquer des savoirs. Fanzhou lui a adressé un sourire pendant que Olshin précisait que leur laboratoire abritait un terminal d'accès direct utilisable à tout moment. Fanzhou a répondu qu'il acceptait volontiers cette opportunité. Fanzhou et le professeur Lu se sont arrêtés devant une double porte massive. Le professeur Lu a expliqué qu'une fois ces techniques enregistrées, Fanzhou pourrait utiliser ses points de contribution pour acquérir les capacités souhaitées. Fanzhou a confirmé avoir compris et réitéré ses remerciements. Fanzhou a poussé les portes battantes. Et s'est avancé dans une pièce sombre, s'étonnant à voix haute de se retrouver dans le noir au sein d'une telle bibliothèque. Soudain, un hall d'archives gigantesque et baigné de lumière s'est révélé à ses yeux. Contemplant l'endroit, Fanzhou a reconnu que la structure répondait en tout point au prestige du répertoire de la Fédération. Devant une haute étagère, Fanzhou a constaté que l'intégralité des compétences répertoriées y figurait. Il s'est placé devant un pupitre lumineux et a consulté les fenêtres d'affichage. Un message du système a validé l'enregistrement de ces deux créations, le javelot d'os et le bouclier d'os, lui attribuant 200 points de contribution en récompense. Une seconde alerte informait qu'en qualité de créateur original, 50% des transactions futures effectuées sur ses capacités lui seraient directement reversées. En lisant cela, Fanzhou s'est réjoui de cette source de revenus passifs. Se tenant au centre de la vaste bibliothèque, Fanzhou s'est dit qu'étant donné la difficulté d'obtenir un accès au répertoire, il se devait d'en profiter pleinement avant de repartir.
Il a retiré d'un rayon un ouvrage intitulé Technique de modification des squelettes. Saisissant le manuel radieux, il s'est dit que c'était le matériel idéal pour lui servir de base lors de ses prochaines créations de compétences. L'écran de l'interface indiquait qu'il disposait d'une réserve de 100 points de puissance disponible pour les futures déductions.